Non, je vous ai laissé beaucoup de temps, donc j'espère que vous l'avez trouvé là, celui-là. Non, vous l'avez pas trouvé? Tout le monde se souvient de ce à quoi sert l'instruction while, hein, ce qui veut dire tant que en anglais. Donc on a une boucle ici qui va se dérouler tant que le petit c est plus petit que 100. Alors là, ce qu'on doit calculer, donc c'est calcul 23. Donc on a un petit a égal à 23 au début. Ce qui nous donne donc c égale a moins 10, donc 23 moins 10. Donc au début, on a c égale à 13 et le d égale à 0. Alors, tant que c est plus petit que 100, on va faire ces deux instructions en boucle. Alors là, c'est bien le cas au début, puisqu'au début, c est égal à 13, donc c'est bien plus petit que 100. Donc on va rentrer dans la boucle. Donc la première instruction, c'est c égale c plus 7. Donc là, on fait 13 plus 7, on se retrouve avec c égale à 20. Et d égale à d plus 1. Donc on augmente le d de 1. Hop. Donc on revient au début de la boucle. Est-ce que le c est toujours plus petit que 100? Vu que c est égal à 20 ici, c'est toujours plus petit que 100, hein, c'est toujours le cas. Donc on continue, donc on répète ces opérations, donc ce qui nous donne 27 ici et 2 pour le d. Bon, c'est toujours plus petit que 100, donc on continue. Donc on a 34 et 3, ensuite 41, 4 ici, 48, hop, 55, 62, 69, ensuite 76, 84, 91, 98, en espérant que je ne me sois pas trompé, et ensuite 105. Et sauf que là, bah, on est arrivé à c égale à 105, donc on n'a plus c plus petit que 100, donc on sort de la boucle et on retourne la valeur, enfin on renvoie la valeur de d, donc on renvoie 13. Ce qui va s'afficher à la fin, ce sera 13. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je vous le lance pas. Si moi j'ai pas compris. Oui, qu'est-ce que t'as pas compris? Le while? Euh, Le while à c partir de 20, j'ai pas compris. Alors tu vois, on a une boucle ici. C'est-à-dire que les deux instructions qui sont ici, c égale c plus 7 et d égale d plus 1, on les répète tant que c est plus petit que 100. Donc, quand on est... t'as compris d'où venait le 20 ou pas? Non. C'est juste le c égale c plus 7. Hein, on avait c égale à 13 au début, étant donné qu'on avait fait c égale à a moins 10. Donc, le a c'était 23, vu qu'on a lancé calcul 23 et que le paramètre c'est le petit a. Donc on avait donc c égale à 13, et donc quand tu fais l'instruction c égale c plus 7, bah, le c il passe de 13 à 20. Ok. Ouais. Le d, lui, on lui rajoute 1 à chaque étape. Donc le d il passe de 0 à 1. Sauf que quand on est à c égale à 20, bah, on a toujours le petit c qui est plus petit que 100. Donc, on est dans une boucle ici. Donc, on répète. Donc, on recommence. On fait c égale à c plus 7. Donc, on passe de 20 à 27. Le d, on fait d plus 1. Donc, il passe de 1 à 2, etc. On fait ça. On rajoute 7 à chaque fois pour le c et 1 à chaque fois pour le d. Jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un c plus grand que 100. Étant donné que ça va continuer tant que ce sera plus petit. Donc jusqu'à 98, on recommence la boucle. Mais quand on arrive à c égale à 105, bah, on arrête. Et donc à ce moment-là, on est à d égale à 13. Donc ça va renvoyer la dernière valeur qu'on a pour d, donc 13. Alors,
je vous le montre. Ici, vous avez donc en résultat le 13 quand vous lancez le programme. Ok. Euh, alors, est-ce que vous avez des questions sur le devoir maison, qui, je vous le rappelle, est à rendre pour jeudi? Pas de questions? Bah, j'espère que vous avez commencé quand même. Donc, je vous rappelle. Monsieur, Oui, juste à la question 1, exercice 1, question, dans les autres cas, on ne reçoit rien. On ne reçoit rien. oui. Bah, ça veut dire, Comment on fait pour calculer ça, là? ça veut dire que toi, tu veux la valeur de grand X. Donc, Oui. X, quand le 6 sort, tu reçois 4 euros. Mais on a misé 1 euro pour pouvoir jouer. Ça veut dire que le X, il vaut combien dans ce cas-là? 5. Non. Non. Tu, tu mises 1 euro. Ça veut dire que tu payes 1 euro. Et après, tu reçois 4 euros. Ça veut dire que ton gain, il est de combien? T'as pas gagné 5 euros. Tu payes 1 euro et tu reçois 4 euros derrière. Au final, t'as gagné combien? Tu vois pas? 5 euros. Combien t'as dit? 5. Non. Bah non, quand tu payes 1 euro et que ça te fait gagner 4 euros derrière, tu gagnes pas 5 euros. Ah non, je perds. Bah tu perds de l'argent au final. Oui. Oui. Et tu perds combien? Bah, 1 euro. Bah oui, mais si tu as un 6 en lançant le dé, tu vas recevoir 4 euros derrière. Oui. Donc au final, tu auras gagné combien d'euros? Bah, 4 euros. Bah, tu as gagné 4 euros, enfin le jeu t'a fait gagner 4 euros, mais pour pouvoir jouer, tu avais payé 1 euro. Donc finalement, au final, tu as gagné combien en fait? Personne voit? On en a parlé plusieurs fois ça de ce genre de choses. Quand on prenait pour les valeurs de X, quand on prenait en compte euh, la- le prix qui avait été payé pour payer le billet ou enfin, le droit de jouer. Personne voit. Quand vous payez 1 euro et que vous recevez 4 euros derrière, personne voit combien ça nous fait gagner. Et là, vous m'inquiétez beaucoup, là, quand même. Parce que c'est... Ah, 3 euros, oui, merci Teddy. Non, parce que là, c'est quand même du niveau école primaire, hein. Bon. Et puis, pas CM2, hein, bien avant. Non, c'est pas clair pour tout le monde? Vous payez 1 euro et vous gagnez 4 euros au jeu après. Bah, au final, vous avez gagné 3 euros. C'est bon ou pas? Rustique, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Ah. Et donc, par exemple, lorsque le 5 sort et qu'on reçoit 1 euro, je répondrai à toi après, Johanna. Lorsque le 5 sort, on reçoit 1 euro, ça veut dire qu'on a un gain X égal à combien? On a misé 1 euro et on a reçu 1 euro. Ça veut dire que le X, il vaut combien? Bah, il vaut 0. Voilà, il vaut 0. Ok. On a misé autant qu'on avait reçu, donc on est revenu au, au départ, hein. Donc x égale à 0. Et dans les autres cas, on ne reçoit rien.
Ça veut dire que le x est égal à combien? Donc on a payé 1 euro et on n'a rien reçu derrière. Donc notre x, enfin notre gain, il est de combien? C'est quoi la question? Quand, que vaut le x dans les autres cas, quand on ne reçoit rien? Quand le 6 sort, le x il vaut 3. Quand le 5 sort, le x il vaut 0. Mais quand c'est un autre nombre qui sort, le x il vaut combien? Bah, 0. Alors 0 c'est quand on a misé 1 euro et qu'on a reçu 1 euro derrière. Par contre dans les autres cas, on a misé 1 euro, donc on a perdu 1 euro, mais par contre on ne l'a pas récupéré derrière. Donc le gain algébrique il est de combien? Moins un. Voilà, très bien. Bah, moins 1. Moins 1, oui. Hein, x égale à moins 1. Je vous rappelle que le gain algébrique, si on précise algébrique, c'est qu'on autorise les valeurs négatives. Hein. Donc là, bah, les valeurs possibles pour x, donc ce sera 3, 0 et moins 1. Et donc vous n'avez plus qu'à déterminer les probabilités de chacun de ces événements. Et donc, ah bah oui, donc Johanna me demandait, donner la loi de probabilité, donc pour la question 1A par exemple. Est-ce qu'il suffit de dire que c'est une Bernoulli ou variable aléatoire? Alors, dans certains cas, ça suffit. Si vous avez une, une loi de Bernoulli, effectivement, vous pouvez dire que x suit une loi de Bernoulli, sauf que là, c'est pas le cas. On n'a pas une loi de Bernoulli. Donc là, en fait, donner la loi de probabilité, c'est donner toutes les probabilités possibles pour toutes les valeurs de x. En fait, c'est donner le tableau euh, cours. Non, c'était dans le cours 7. Hop. Donner la loi de probabilité, c'est donner ce tableau-là. Valeur de x avec probabilité dessous. Ce qu'on avait fait ici. Hein, quand on vous demande de donner la loi de probabilité, c'est de donner ce tableau-là. Donc c'est pas forcément. Enfin, si on a une loi de Bernoulli, dire qu'on a une loi de Bernoulli, bah, ça revient au même que de donner le tableau. Mais quand on n'a pas de loi de Bernoulli, bah, forcément on est obligé de passer par ce tableau-là. Ok, Johanna? Ça répond à ta question. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres des questions sur le devoir maison? Ok. Non, vous vous êtes arrêté à la question 1A pour ce week-end. Bon, bah, vous avez du boulot pour jeudi. Hein. Alors, bah, donc, comme je vous avais dit, vous pouviez pas encore répondre tout à fait aux questions de l'exercice 3, enfin pas les dernières en tout cas, puisque ça va utiliser ce qu'on va voir aujourd'hui, là, la notion d'écart type. On va en parler aujourd'hui. Donc, on reprend notre activité. Donc, c'était l'activité 4. Alors, je devais l'avoir dans les notes que j'avais faites. Non, c'est pas ça. Ah oui, on avait commencé, on avait fait les 3 premières questions, c'est vrai. Donc, avec, donc on s'intéressait quand on fait la somme de 2D, on s'intéressait à l'apparition d'un set. Donc, on avait vu que quand on faisait la somme de 2D, il y avait finalement 36 cas possibles. Alors, on n'a que les valeurs de 2 à 12 qui sont possibles, mais comme elles n'ont pas la même probabilité d'apparaître les unes et les autres, on était obligé de considérer les 36 combinaisons possibles. Et on avait vu que la probabilité en faisant la somme des 2D
d'obtenir le 7, on avait vu que c'était 6 sur 36, donc une probabilité de 1 sur 6. Et donc on avait remarqué aussi que c'était la valeur qui apparaissait le plus souvent. Mais donc lorsqu'on lance par exemple 18 fois le dé, on a vu qu'on n'obtenait pas toujours 3, puisqu'on a une fluctuation, hein. On a des valeurs autour de 3 quand on compte le nombre de 7, mais ce ne sera pas forcément 3. Donc pour observer cette fluctuation, on avait simulé ça à l'aide de Python. Donc on avait commencé à compléter le programme. Ouais. Euh, donc on avait pour l'instant... On avait pour l'instant complété notre fonction lancer n qui nous permettait d'obtenir n résultats du lancer de 2D. Donc on commençait à x égale à 0 et on avait x égale à x plus 1 à chaque fois qu'on obtenait 7 pour pouvoir compter le nombre de fois où on obtenait le 7 en faisant n lancers grâce à la boucle la for i in range n. On avait notre commande randint 1,6 qui nous permettait de lancer un dé puisque ça nous donne un nombre aléatoire entre 1 et 6. Donc on avait notre D1, notre D2 et notre X, donc on l'augmentait à chaque fois qu'on obtenait une somme égale à 7. Donc ça nous permet d'obtenir à chaque fois une... Ah oui, on avait à la fin quand même f égale à x sur n qui était renvoyé ensuite pour calculer la fréquence ensuite, la fréquence de f de 7 qu'on obtient. J'espère que tout le monde se souvient de ça. Alors... Ah oui, après quand même on vous demandait, on veut calculer nous les fréquences d'apparition du 7 pour 1000 échantillons de 50 lancés. Alors il va falloir compléter la suite, puisqu'on a là une liste grand F qui est créée, donc qui va devoir contenir 1000 fréquences calculées à chaque fois pour 50 lancés. Donc comment est-ce que je vais compléter le reste du programme là? Donc pour i dans range combien, et après donc à la liste f on va lui rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on va rajouter à chaque fois et combien de fois on va répéter ça? Là ça reprend le même schéma que les... N. Alors n, le problème c'est qu'il est défini mais dans la fonction. C'est le paramètre de notre fonction. Alors nous, ce qui va nous intéresser, enfin n c'est le nombre de fois où on lance à chaque fois. Donc nous, si on veut 1000 échantillons de 50 lancés, notre n, on va le prendre égal à combien? Bah, 50. 50, oui. Alors le 50, je le mets où? Je le mets là ou je le mets quelque part là-dedans? Ligne 14 ou c'est plutôt dans la ligne 15 qui va falloir 14. parler du 50? 14. Donc je mets 50 ici. Oui. Alors qu'est-ce que je mets 15, non? Qu'est-ce que je mets maintenant dans la ligne 15? 1000. Alors f, je vous rappelle que append là, ça sert à rajouter quelque chose à la liste f. Là, si je mets 1000 ici, bah, tout ce que ça va faire, c'est que dans la liste f, ça va rajouter 1000 50 fois. Donc je vais juste avoir une liste f. Non, il faut attendre que ça s'installe. Je vais juste avoir une liste f avec 1000, 1000, 1000, 1000, comme ça 50 fois. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut ici. Nous, c'est quoi qu'on veut à l'intérieur de notre liste? On veut qu'il y ait quoi comme valeur dans notre liste?
Qu'est-ce qu'on vous demande dans la consigne? Complétez le programme afin de calculer les fréquences d'apparition du set pour 1000 échantillons de 50 lancés. Bon, en fait, le 50, il va pas apparaître ici, hein. C'est plutôt là-dedans qu'on va mettre le 50. Comment est-ce qu'on obtient à chaque fois la fréquence d'apparition du set dans un échantillon de 50 lancés? Non, vous voyez pas? Bon, le 1000, c'est plutôt à la ligne 14 hein, qu'on va le mettre. Puisque dans notre liste F, bah, on veut les fréquences pour 1000 lancés. Donc on va devoir rajouter une fréquence et on va devoir le faire 1000 fois ça. Pour qu'on ait 1000 fréquences dedans, on rajoute 1000 fois une certaine valeur à la suite dans la liste F grâce à Append. Mais la valeur qu'on rajoute à chaque fois, donc c'est une fréquence pour le lancer de 50D. Mais comment est-ce qu'on obtient une fréquence pour le lancer de 50D? Avec ce qu'on a mis dans le programme avant. Qu'est-ce qu'il va falloir que j'écrive ici pour que par exemple ça me dise 0,2 ou 0,12 ou autre chose? C'est pas 1,5. 1,5? Non, 1,50. Ah, 1,50. Alors ça va juste te donner... ouais, ça va pas te donner grand-chose. Alors ce serait peut-être pour avoir un nombre aléatoire, par exemple, entre 1 et 50. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Non, mais il faut utiliser notre fonction lancer, là. Ça permet de faire quoi, lancer n? Si je tape lancer 200, Permet de passer le n fois en lançant. voilà, on lance le dé n fois, et à la fin, on donne la fréquence. Bon bah si moi j'ai besoin d'une fréquence pour un lancer de 50D, je vais l'obtenir comment cette fréquence? Bon, on met def lancer 50. Voilà, alors il n'y a pas besoin du def, hein. Def c'est juste pour la définir, la fonction. Mais donc pour obtenir le résultat, on met juste lancer 50. Ok. C'est clair pour tout le monde? Hein, lancer 50, ça va nous renvoyer une fréquence pour le lancer de 50D. Et comme c'est dans une boucle avec 1000 valeurs, enfin 1000 répétitions ici, la liste F va y avoir 1000 valeurs à l'intérieur qui correspondront à nos fréquences à chaque fois. Alors je vais lancer ça. Bon, sur le site, ça bug un petit peu sur l'affichage, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Donc si je regarde ma liste F, ma liste F elle ressemble à ça. Donc on a 1000 valeurs et à chaque fois ça correspond à des fréquences pour 1000 lancers. Donc par exemple 0,14, 0,16, 0,1, etc. Donc 0,14 ça veut dire que en faisant 50 lancers on a obtenu 14% de 7. Ensuite 0,16, 0,1, etc. Comme c'est aléatoire, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes valeurs à chaque fois. Et on a 1000 valeurs comme ça, les unes à la suite des autres. Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué d'interpréter ces résultats-là, comme ça. C'est un petit peu dur de voir ce qui s'y passe. Donc c'est pour ça que j'ai mis les instructions ici pour créer le graphique et pour qu'on puisse voir graphiquement donc, ce qui se passe. Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc on a 1000 points là-dedans et à chaque fois donc on indique la fréquence qu'on a obtenue. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des résultats qu'on vient d'obtenir sur leur répartition par exemple?
que la majorité, elle est à 0,20. Alors, 0,20, euh, ouais, alors c'est sûr on voit pas beaucoup, mais rappelez-moi, c'est quoi la valeur à laquelle on s'attend pour une fréquence? A priori, quand on lance les 2D un certain nombre de fois, le set, il est censé euh, apparaître avec une fréquence d'environ combien? Je comprends pas la question. Quand on lance, quand on lance 50D, par exemple, enfin 50 fois les 2D, et qu'on fait la somme après, normalement, 25%? on est... Bah non, ça voudrait dire que le set, il apparaît tout le temps. Mais le 7 il apparaît avec quelle probabilité normalement? Ah, bah, c'est ce qu'on a calculé juste avant, hein, dans le début de l'activité. C'est pour ça qu'on a fait tout ça. C'était pour calculer la probabilité d'apparition du 7. Et nous, on a vu que le 7 il apparaissait avec 10 une sur probabilité 100. de 1/6. Alors ça fait environ combien 1/6? Regardez vite fait à la calculatrice. C'est pas 0,33? Alors ça, c'est 1/3. Donc 1/6, c'est la moitié de 0,33333. Et donc ça va faire 0,1666666 à l'infini. Donc environ 0,17. Donc là, en fait, sur le graphique, là, c'est plutôt autour du 0, bon là, 0,17, c'est pas possible quand on a 50 valeurs, mais c'est plutôt autour du 0,16, 0,17, là, que les valeurs sont concentrées, plutôt que le 0,20, hein. Mais effectivement, hein, on voit que la plupart des valeurs sont concentrées par ici, et on voit que plus on s'éloigne de cette concentration-là, bah, moins on a de valeurs. Par exemple, au-dessus de 0,35, on n'a un seul échantillon là sur les 1000 qui nous a donné une valeur au-dessus. Et même on n'en a que deux qui nous ont donné quelque chose au-dessus de 0,33. Donc plus on s'éloigne, moins on a de valeur. Sachant qu'au-dessus de 0,35, il reste beaucoup de choses, hein. Ça va jusqu'à 1 après. Donc on a une grande plage qui est vide quand même. Enfin, les fréquences ne sont pas réparties n'importe où. Donc voilà ce qu'on peut dire sur nos fréquences ici. Donc que peut-on dire de la répartition des fréquences pour la question 4? Donc Et concentré à 0,17. voilà. Donc les fréquences obtenues sont concentrées autour de... Donc bah, c'est 1/6, hein. Donc environ 0,1666, etc. Alors ça, a priori, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que vous avez vu depuis très longtemps sur les probabilités, hein. Vous savez que les fréquences qu'on obtient, elles sont censées se concentrer autour de la probabilité. Mais donc on va voir comment quantifier un petit peu cette répartition. Alors, question 5, que peut-on modifier pour obtenir des fréquences plus proches de la proportion théorique de 1/6? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, on a fait 1000 échantillons de 50 lancés. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que les valeurs soient encore plus concentrées autour du 1/6? Qu'est-ce que je pourrais changer pour avoir des points encore plus près du 1/6?
Plutôt que de faire 1000 échantillons de 50 lancés, qu'est-ce que je pourrais faire? 500, non, 2000. Alors, si j'en fais 2000, alors retenez bien comment c'est hein, quand même ce graphique. Donc là, on va dire que la majorité des valeurs sont comprises entre 0,08 et 0,31, hein, avec quelques valeurs à l'extérieur. Alors donc si je mets 2000, non, ça n'a pas encore fini. Ah oui, par contre, si je mets 2000, il faut que je mette 2000 là aussi. Voilà. Alors, est-ce que ça a rapproché les valeurs ou pas? A priori, là, le gros des valeurs, Bah oui. ça a l'air d'être quand même entre là et, euh, et là, on va dire. Donc entre 0,08 et 0,28. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Je crois que tout à l'heure, j'ai dit que c'était entre 0,08 et 0,30 à peu près. Bon, là, ça n'a pas changé grand-chose. Alors en fait, on a l'impression qu'elles sont plus rapprochées parce qu'il y en a plus, forcément. Tout à l'heure, il y avait 1000 points, là, il y en a 2000 maintenant. Mais en fait, par rapport à l'écart avec notre 0,166, là, bah, on les a pas vraiment rapprochés. Il y en a plus, mais en proportion, il y en a autant qui sont éloignés que tout à l'heure. Donc c'est pas le 1000 qu'il fallait changer, c'était plutôt autre chose. Qu'est-ce que je peux changer d'autre à la place? Ah, il y a que deux choses hein, qu'on peut changer. Je suis sur le nom. Donc, j'ai mis les deux là pour qu'on puisse mieux comparer. Euh, donc là c'est avec 1000, là c'est avec 2000. Donc avec 2000 on a plus de points. Mais si on regarde les axes, là c'est on va dire entre 0,06 et 0,29 qu'on a la majorité des points. Et là, si on regarde entre 0,06 et 0,29, on peut se dire que c'est toujours le cas. Alors, bah, si je change pas le 1000, qu'est-ce que je peux changer d'autre comme nombre? Le 50. Bah, le 50, oui. Alors, qu'est-ce que je peux mettre à la place du 50 pour qu'on ait des valeurs plus proches de 1 sur 6? On fait plus d'échantillons. Ouais, voilà, on lance plus de Le quoi? 100. 100 par exemple, ok. Voilà, on augmente la taille de l'échantillon et ça fait que la fréquence est censée être plus proche de notre probabilité. Voilà. Donc là c'est avec 100, enfin des échantillons de taille 100, là c'est avec des échantillons de taille 50. Donc avec des échantillons de taille 50, on avait les valeurs qui étaient concentrées, on va dire entre 0,08 et 0,26 là. Et avec des échantillons de taille 100, bah là on voit que ça s'est quand même rapproché enfin l'axe en tout cas c'est un petit peu réduit. On va dire que c'est entre 0,10 et bon, là, c'est un peu difficile à voir, 0,25, même si elles sont assez éparpillées ici. Mais je peux continuer à faire ça. Au lieu de mettre des échantillons de taille 100, bah, je peux mettre 200 pour que ce soit peut-être un peu plus flagrant. Hop, voilà. Et là, on voit que c'est entre 0,125 et on va dire 0,200 et quelques là.
Mais donc ça s'est bien quand même rapproché de 1 sur 6, puisque pour des échantillons de taille 50, on était entre 0,05 et 0,30 là. Là, on est quand même entre 0, bon, un peu plus que 0,100 et ça va pas au-delà de 0,25 et on en a très peu au-dessus de 0,25. Donc, la réponse à cette question, non, je ne l'ai pas ici. Question 5, donc que peut-on modifier pour obtenir des fréquences plus proches de la proportion théorique de P égale à 1 sur 6? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter la taille des échantillons. Donc prendre plus de 50. Alors, je sais pas si, par exemple, si je prends des échantillons de taille 1000, je sais pas si ça aura le temps de bien calculer. Parce que ce dont il faut se rendre compte, c'est que si on lui demande 1000 lancers à chaque fois, c'est que l'ordinateur, il va faire 1000 fois les 1000 lancers. Donc il va en faire 1000 fois 1000 des lancers. Donc plus on augmente les nombres, plus ça prend de temps, mais bon, là c'est quand même assez rapide. Bon, là on peut voir que ça s'est encore réduit, hein. On est encore plus proche puisque l'axe est encore plus, prend des valeurs encore plus proches de 0,166. Alors, pour le quantifier, donc c'est ce que je mets en question 6, pour quantifier cette dispersion des valeurs, on peut utiliser un indicateur qui sera l'écart-type. Alors grâce à la commande donc écart-type, et entre parenthèses vous mettez la série dont vous voulez calculer l'écart-type, là ce sera l'écart-type de f, donc qui renvoie à l'écart-type d'une série de nombres, calculer et afficher l'écart-type S associé à cette série d'échantillons. Bon là c'est moi qui vais le faire, mais donc ici notre écart-type, donc ce sera S, donc on met S égale écart-type de F ici. Alors je mets print S pour que ça nous l'affiche. Alors par exemple pour 50, pour des échantillons de taille 50, si je le lance, ça me donne un écart-type de 0,053 ici. Donc c'est une valeur qui permet de nous dire si les valeurs sont éloignées ou pas les unes des autres. Alors si j'augmente, si je passe à 200, donc plutôt que d'avoir 0,053, on va avoir suspense, on va avoir 0,26 à peu près. Donc on voit que ça l'a divisé par 2 là quand même. Donc quand on prend quand on augmente, on obtient un écart-type qui est plus petit. Et plus l'écart-type est petit, plus ça veut dire que les valeurs sont proches les unes des autres. Alors, je vous embêterai pas beaucoup avec cet écart-type, hein, mais retenez ça. Quand les valeurs sont plus proches les unes des autres, ça fait baisser l'écart-type. Alors, calculer l'écart-type pour des échantillons de taille 100, puis 200, puis 400, et que remarque-t-on? Alors là, ça c'est pour un écart-type de taille sur des échantillons de taille 200, donc 0,026. Je vais le noter. C'est la question 7. Donc pour 200, on a un écart-type de 0,026. Alors pour des échantillons de taille 50, on avait trouvé un écart-type de 0,053. Alors je fais la même chose pour les échantillons de taille 100. Et ensuite 400.
Donc, pour 100, ce sera 0,037 à peu près. Et maintenant, pour 400, « 0,019 ». Alors, que remarque-t-on? On remarque que les fréquences, c'est ça, ils diminuent à chaque fois, ils baissent. C'est des écarts types, hein. C'est pas des Ah, fréquences. des écarts types. Ça, c'est l'écart type. Oui, donc plus, Ils baissent à chaque fois. plus la taille augmente, plus l'écart type diminue. Ok. Et est-ce que vous voyez de quelle manière est-ce qu'il diminue? Par exemple, ici, pour passer de 50 à 200, qu'est-ce qu'on a fait de la taille de l'échantillon là? Quand on passe de 50 à 200, la taille de l'échantillon, on lui fait quoi? On l'a multiplié par combien? Pour passer de 50 à 200, on a multiplié par combien? Bon, là c'est encore des questions de primaire, hein. Par quoi? Par 3? Multiplier, vous avez dit. Bah 50 multiplié par 3, ça fait 150, hein. Après, ça fait 200, quoi. Ah non. Bah oui, mais c'est 50 fois quoi qui fait 200? 4. 4, oui. Hop. Donc, quand on multiplie par 4, qu'est-ce qu'on peut dire de l'écart type ici? Qui est passé de 0,053 à 0,026. Alors, c'est environ, hein. Comme il y a de l'aléatoire, on trouverait des valeurs différentes en le relançant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'écart type? De quelle manière est-ce qu'il a diminué là? Grosso modo. Il a dit c'est divisé par 2. Voilà, divisé par 2. Ok. Hein, donc quand on multiplie la taille de l'échantillon par 4, ça nous divise l'écart type par 2. Et ça se vérifie aussi quand on est passé de 100 à 400. Donc là, on a multiplié par 4 aussi. Si on regarde notre écart type, il est passé de 0,037 à 0,019, donc environ la moitié. Donc ça a bien divisé par 2 là aussi. Et à chaque fois qu'on augmente la taille, qu'on la multiplie par 4, bah, notre écart type, il est divisé par 2. Alors ça, c'est parce que notre écart type, il va marcher, on a une progression quadratique en fait. C'est pas proportionnel, mais c'est plutôt, là c'est même inversement proportionnel, mais ça marche avec le carré en fait. Quand on veut qu'il soit divisé par 2, bah, il faut multiplier par 4. Si on voulait qu'il soit divisé par 3, il faudrait... attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, il faudrait le multiplier par 9 en fait. Non. Si, si, si. Il faut prendre le carré à chaque fois. Bon, retenez surtout que quand on veut que l'écart type soit divisé par 2, il ne faut pas multiplier la taille par 2, mais il faut la multiplier par 4. Alors, question suivante. Donc, calculer la proportion de fréquences comprise dans l'intervalle P-S, P plus S.
Donc là, le petit p, c'est le 1 sur 6. Alors là, pour le faire, il va falloir euh, utiliser les, euh, les counts. Euh, Attendez, je sais plus comment je l'avais fait. Bon, de toute façon, je vais vous montrer directement comment on fait ça. Je suis pas sûr de l'avoir fait. Ah si, je l'avais fait. Donc, c'est ce qui va être fait grâce à ça. Donc, j'ai P égale à 1 sur 6 et j'ai un nombre NB qui va compter en fait le nombre de valeurs dans la série F qui vont se retrouver dans l'intervalle euh, donc P-S, P plus S. Donc à chaque fois que j'ai une valeur F comprise entre P-S et P plus S, ça va la rajouter et ensuite ça affiche la fréquence. Donc là par exemple, dans l'intervalle P-S, P plus S, donc pour des échantillons de taille 50, alors bon, il faudra attendre que ça se charge. Voilà. Et ça nous donne 0,719 ici. Bon, si je le relance, j'aurai autre chose. En espérant que ça aille un peu plus vite la deuxième fois. Voilà, 0,737 ici. Donc ça veut dire que on a 73,7% des fréquences qui sont comprises dans cet intervalle-là. Donc, alors en fait, ce qu'on obtient, c'est une valeur proche de 68%. Bon, j'ai pas besoin de l'écrire parce qu'en fait, je l'ai écrit ici, la réponse. Donc en moyenne, dans l'intervalle P-S, P plus S, donc là, on a le P, c'est 0,166 là. Si on rajoute notre écart type des deux côtés, et ben, on trouve qu'on a 68% des points là, des fréquences, on a 68% qui sont dans cet intervalle-là, donc qui est ici de 0,13, 0,22 à peu près. On sait que l'intervalle P-S, P plus S, il contient 68% des valeurs. Et si on fait la même chose avec l'intervalle P-2S, P plus 2S, donc on l'élargit un petit peu, notre intervalle là, donc forcément, on a plus de valeurs à l'intérieur. Et donc si je fais le calcul, je vais mettre 200 là, plutôt que 50. Donc cette fois-ci, je regarde la fréquence d'appartenance à l'intervalle P-2S, P plus 2S. Et ça nous donne ici 0,959, environ 96%. Mais en moyenne, on a en fait 95% des valeurs qui seront dans P-2S, P plus 2S. Donc vraiment la grande majorité des valeurs, c'est entre P-2S et P plus 2S. Et, ah mince, je me suis trompé. Ouais, faudra changer ça. Je ne sais pas si vous l'avez imprimé, vous. Mais là, c'est pas 2, mais c'est 3. C'est P-3S, P plus 3S. Donc on élargit encore l'intervalle qu'on regarde ici. Donc cette fois-ci, on augmente de 3 fois l'écart type et on diminue de 3 fois l'écart type. Et cette fois-ci, cet intervalle-là, il va contenir environ 99% des valeurs qu'on considère ici. Donc là, je vais lancer pour le vérifier.
0,998. Donc on sait que notre intervalle P-3S, P plus 3S, il contient vraiment quasiment toutes les valeurs. Donc ici, ce qui nous donnerait 0,08 jusqu'à 0,29. Ça permet d'avoir un intervalle qui concentre toutes les valeurs. Je ne sais pas si je suis très clair là avec mon écart type. Alors, ce que vous devez retenir sur l'écart type, c'est que donc, c'est une valeur numérique qui renseigne sur la dispersion des valeurs. Donc plus l'écart type est petit, plus les valeurs sont resserrées. Et donc si je calcule mon intervalle P-S, P plus S, je ne sais pas si tout le monde a compris comment on peut le calculer, cet intervalle P-S, P plus S. Une fois qu'on a la valeur de S, le P c'est 1 sur 6, donc on calcule 1 sur 6 moins notre S, et après 1 sur 6 plus le S qu'on a trouvé. Ça nous donne un intervalle. Par exemple ici, si on a S égale à 0, ça doit être 0,4 à peu près, on fait 1 sur 6 plus 0,04 et 1 sur 6 moins 0,04 pour avoir notre intervalle qui doit être ici de 0,13 jusqu'à 0,21 par exemple. Donc ça c'est un intervalle qui contient 68% des valeurs. P-2S, P plus 2S c'est un intervalle qui contient 95% des valeurs. Et P-3S, P plus 3S c'est un intervalle qui contient 99% des valeurs. Donc il est quand même assez pratique cet écart type pour comme ça avoir des intervalles assez remarquables dans plusieurs cas. Mais bon, vous reverrez ça dans le détail plus tard si besoin. Mais donc il y en a besoin là de cet écart type dans le devoir maison pour le dernier exercice. Mais c'est sur des choses qu'on a dit. Il faut vraiment reprendre ces questions-là et on a dit ce que vous avez besoin pour le devoir maison, étant donné que dans le devoir maison, ce que je vous demande juste, c'est donc en utilisant la fonction écart type, calculer l'écart type de cette liste de fréquences. Donc la liste de fréquences, ça s'appelle liste frec. Donc il y a juste besoin de faire écart type et entre parenthèses liste frec pour obtenir le résultat. Et après recommencer avec des échantillons de taille 400 puis 1600, sachant qu'on était parti avec des échantillons de taille 100. Et donc par quel nombre semble être multipliés les écarts types. Donc ça c'est ce qu'on a dit, c'est ce dont on a parlé en faisant ça. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il n'y a pas de partie de cours sur l'écart type, à part le petit récapitulatif là, le petit résumé à la fin de l'activité. Ah oui, il ne faut pas qu'on oublie quand même de recopier le bilan rapidement. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc si l'on réalise plusieurs échantillons de même taille d'une épreuve de Bernoulli, la fréquence observée de succès fluctue. Non, il n'y a pas d'accent nulle part. C'est pas terrible. Bon, il est là le bilan. Donc, si l'on réalise, je vais le copier ici. Hop. Si l'on réalise plusieurs échantillons de même taille d'une épreuve de Bernoulli, comme on avait ici, on avait une épreuve de Bernoulli avec l'apparition d'un set ou pas, la fréquence observée de succès fluctue, c'est la fluctuation d'échantillonnage, et la dispersion des valeurs obtenues peut être quantifiée grâce à l'écart type. Donc s'il n'y a pas de questions là-dessus ou sur le devoir maison, on va s'arrêter là. Monsieur, Oui. moi j'ai juste une petite question sur l'exercice 3, la première question. Oui. Je remettrai ça après. Comment? Je remettrai après le bilan de l'activité. Ah, mais je peux vous poser quand même la question. Oui. Il faut juste que je affiche le devoir maison en même temps. Donc,
En fait, c'est parce qu'ils disent pourquoi peut-on modéliser cette expérience aléatoire pour un échantillon d'une loi de Bernoulli. Donc ça, j'ai trouvé. Mais après, c'est préciser le paramètre de cette loi de Bernoulli ainsi que la taille de cet échantillon. C'est ça que j'ai pas compris. Oui, alors le paramètre de la loi de Bernoulli, tu te souviens pas de ce que c'est? Oui, c'est les deux trucs. Bah, il y en a qu'un. Alors, pour avoir une loi de Bernoulli, il faut qu'on ait une expérience aléatoire avec un succès et un échec. Et en fait, le Oui. paramètre de la loi de Bernoulli, donc c'est dans le cours, hein, le paramètre c'est juste la probabilité du succès. D'accord. Hein, donc par exemple, on lance un dé et on dit que le succès c'est d'obtenir un 6 et l'échec c'est d'obtenir autre chose. Et ben, le paramètre de cette loi de Bernoulli ce serait 1 sur 6, puisqu'on a une chance sur 6 d'obtenir le 6. Et donc la taille, c'est dire le chiffre en fait. Et ben, la taille, là par exemple, on avait une loi de Bernoulli quand on lançait 2 dés qui était d'obtenir euh, le 7 ou obtenir autre chose. Et puis par exemple, on l'a lancé 50 fois au début. Donc là, la taille de l'échantillon, c'était 50 quand on faisait ça. Mais bon, je pense que c'est assez clair en lisant l'énoncé. Là. C'est assez clair, la taille de l'échantillon. Une fois que tu as compris combien il y avait de... Enfin, où était l'épreuve de Bernoulli, il suffit de voir combien de fois elle est répétée, en fait, cette épreuve de Bernoulli. D'accord, merci. Voilà. Bon, je remets le bilan. Et puis donc, je vous souhaite... Enfin, je le laisse afficher 2 minutes, là, que vous ayez bien le temps de l'écrire. Et donc, je vous souhaite bon courage pour le devoir maison. Ne l'oubliez pas pour jeudi. Et un bon après-midi.